était à la cour de Louis XIV, il y avait la célèbre affaire des poisons avec deux noms qui brillaient à la rubrique fait divers. La Brinvilliers, on l'appelait comme ça, la Brinvilliers. La marquise. Elle était marquise, hein, oui, quand elle même. était marquée. Elle avait épousé un marquis, en fait. Ah ouais, voilà, c'était bien débrouillé, ascension sociale. Pourquoi on parle des empoisonneuses, là, aujourd'hui, dans le calendrier de l'histoire? Figurez-vous qu'enfin, elles sont arrêtées, si je puis dire. D'abord, la Brinvilliers, qui est au mois de mars, oui, 1673, et 76, et la voisin, la célèbre voisin, qui, elle, va être arrêtée au mois de mars 1679. C'est le travail d'enquête, voilà, elle fait amende honorable. Ça, c'est pas beau, cette image, hein, on la voit avec son cierge, et faire amende honorable, c'est-à-dire aller jusque devant l'église pour demander pardon, et avant d'aller à l'échafaud, hein, avant de monter à l'échafaud. Ah bon. C'était elle a l'impression qu'elle va se purifier comme ça. Oui, semble-t-il. C'est raté. Hein. C'est raté parce que, en fait, tout commence avec la Brinvilliers, vous aviez raison de le rappeler. Cette jeune femme qui cherche à tout prix à récupérer un petit coffret rouge qui appartenait à un homme qui vient de décéder subitement en plein cœur de Paris. Bon. Voilà. Alors, mais elle fait pression du fait de... Qu'est-ce qu'il y avait dans le petit coffret? Eh ben voilà, il y avait en fait les comptes de tout ce qu'elle avait pu utiliser elle-même comme poison pour empoisonner son mari, ses deux frères et deux autres amis de la famille. Elle les empoisonnait pourquoi? Pour récupérer de Alors, l'argent d'abord, il y avait de la vengeance, parce que son père, qui souhaitait que son nom ne soit pas entaché par comment dirais-je, des meurtres de sa fille, eh bien, avait tout fait pour que l'amant de sa fille soit emprisonné. Et ça, elle ne l'a pas supporté, donc elle l'a fait payer immédiatement à son père en lui faisant ingurgiter. Vous savez, il y avait des potions. Bon, c'est pas pour des histoires d'héritage ou détournement de fonds, c'est la vengeance pure. Purement la vengeance pour cet enfermement en Bastille. Alors, je vous propose de regarder des images. Oui, mais elle a fait que ça, sa famille ou... Oui, c'est déjà quand même pas mal, hein, tuer au moins de 5 personnes, plus son amant. Et évidemment, j'ai envie de dire que c'est très à la mode. Ces sorciers, ces devins, ces alchimistes, ces astrologues, c'est l'art du poison. Ce que l'on appelait à l'époque la poudre de succession. Vous savez, alors on essaye de vous faire boire quelque chose. C'est remarquable ce que vous nous montrez là. C'est quoi? C'est un film muet? Oui, un peu ça. C'est exactement ça. L'idée, voilà. Alors là, voilà la marquise de Brinvilliers qui est effondrée devant son père mourant, alors que c'est elle qui lui a confié quelques produits qui ne sont pas très bons pour la santé. Elle avait fait des essais. Hein, elle avait été à la Bastille, à l'Hôtel Dieu, et elle avait fourni des biscuits, des gâteaux, là elle va monter à l'échafaud, des biscuits et des gâteaux à des malades, des gens en fin de vie. Et curieusement, après son passage, on trouvait qu'il y avait énormément de décès. Et donc, ces essais avaient... C'était maladif, quoi. Oui, absolument. Mais la voisin, alors elle, la voisin, mais on est à la même période. C'est ça qui est étonnant. C'est l'enquête de l'Araignée, le lieutenant de police. Là, voilà, on essaye de la faire parler. Elle va parler. Et le problème, c'est qu'elle va donner des noms. Beaucoup de noms. Non seulement de noms de vins, d'alchimistes, mais aussi de prêtres et de médecins. Et pire encore, je veux dire, pour la cour, elle va donner des noms très haut placés, et notamment Madame de Montespan. Le nom de Madame de Montespan arrive aux oreilles de Louvois et de Louis XIV. Alors pourquoi aurait-elle utilisé des produits? Est-ce pour empoisonner, pour faire mourir le roi? Alors s'agit-il d'un scandale qu'il faut absolument dévoiler? En fait, elle essayait d'avoir des filtres d'amour pour conserver le cœur du roi, elle qui était sa maîtresse, sa favorite depuis 9 ans déjà. Et qui c'était des filtres d'amour, pourquoi ça s'est transformé en poison? Alors non, en fait, c'est-à-dire qu'on a créé une juridiction, la Chambre ardente, qui a découvert 300 empoisonnements quand même autour de la voisin. Et non seulement 300 empoisonnements, mais en plus, ils ont condamné 37 personnes à mort, plus énormément d'emprisonnements. La Madame de la voisin que l'on vient de voir a été mise sur la sellette. Vous savez, comme on dit aujourd'hui, mettre sur la sellette. Et c'est ça, la sellette, c'est un tout petit banc qui est devant la juridiction. Et les juges sont au-dessus et regardent et vous pointent du doigt, vous accusent. Ah oui, et du vous coup, êtes assis sur le banc, et vous sur une sentez, sellette. Et tout petit. Alors vous sentez tout le poids qui vous pose sur les épaules. Bref, être mis sur la sellette, c'est resté évidemment dans le langage courant. Mais la voisin, elle servait aussi à tuer les rivales. Oui. Mais ses rivales à elle, pas les rivales autour du roi. Des rivales de celles qui voulaient avoir le roi. Et elle a été brûlée vive. Merci. Bon, donc ça s'est passé au mois de mars, il y a très longtemps. Oui. Merci infiniment. Allez, au revoir. Hein. On va continuer à l'actualité des sciences. Ça vous concerne, madame, monsieur, car on traite de ça aussi ici. C'est la semaine du cerveau. C'est l'occasion de se pencher sur les avancées en neurosciences et plus particulièrement sur votre sommeil.
une personne sur 3, vous en faites peut-être partie d'ailleurs, déclare avoir des troubles du sommeil. Mais justement, Laurence Ovillard a rencontré une start-up qui a eu une bonne idée. Elle vient de développer un bandeau qui est assez révolutionnaire et qui augmente votre qualité de votre sommeil. 24 ans, 65 employés, une société qui a déjà 2 ans. Hugo Mercier et son cofondateur ont eu une bonne idée. Un bandeau qui améliore le sommeil. Le sommeil, un sujet qui intéresse un adulte sur 3. Concrètement, on mesure l'activité cérébrale de la personne par une technique qu'on appelle l'électroencéphalogramme, donc on mesure l'activité électrique du cerveau. Et à partir de cette information-là, on va être capable de déterminer très précisément dans quelle phase de sommeil la personne se trouve. Et à l'abord du sommeil profond, qui est une phase assez critique du sommeil, c'est pendant cette phase-là que le corps, le cerveau et les muscles vont se réparer et récupérer de la journée, eh bien on va venir faire un procédé de stimulation sonore. Donc on va envoyer des petits sons très brefs, de manière assez synchronisée avec certains éléments qu'on va détecter dans l'activité cérébrale. Et ça va avoir pour conséquence de moduler, donc de modifier l'activité cérébrale pour renforcer ce sommeil profond-là. Donc ces petits sons-là vont venir en fait éclairer, allumer certains neurones, ce qui va permettre au cerveau de générer plus d'ondes lentes. C'est en fait ce qui est à l'origine du sommeil profond. Et donc en venant allumer ces neurones plusieurs fois à des moments très particuliers de la nuit, eh ben, on va réussir à booster et à renforcer cette activité en sommeil profond. On ne va pas mettre d'écouteurs, on ne va pas avoir de haut-parleurs près des oreilles, donc le son en fait passe par la boîte crânienne. C'est le même principe que quand on se bouche les oreilles et qu'on entend notre voix, ce qui fait que les sons que nous on entend, l'autre personne à côté ne peut pas entendre. Quand on met un réveil, le réveil ne va pas savoir où en est notre cerveau de la nuit. Donc il va nous réveiller à une heure précise. On va peut-être être réveillé en sommeil paradoxal, c'est la phase pendant laquelle on rêve, ou en sommeil profond. Et donc si on se réveille pendant ces deux phases-là, on va être hyper fatigué une heure après le réveil, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Étant donné que le bandeau est basé sur une mesure très précise de ce qui se passe pendant notre sommeil et dans notre cerveau, on va être capable de prédire le moment optimal du réveil. Donc typiquement, vous dites j'ai envie d'être réveillé à 7h30, ben, on va vous réveiller entre 7h et 7h30 à un moment qu'on considère optimal. Donc alors là c'est la conduction osseuse pour le son. Là on a la conduction osseuse, là on a 3 capteurs, 1, 2, 3, 2 autres sur l'extérieur. L'ordinateur de bord, donc l'électronique embarquée qui récupère l'information. On a 500 utilisateurs qui utilisent notre produit assez souvent. On a des personnes qui vont se sentir par exemple plus en forme au réveil, qui vont être moins fatiguées par exemple en début d'après-midi, qui vont être plus endurantes pendant leur session de sport. Donc ça c'est les retours qu'on a pu avoir des utilisateurs. Aujourd'hui, l'insomnie pure, à savoir j'ai du mal à m'endormir, je mets du temps à m'endormir, on n'agit pas vraiment dessus puisque le bandeau va commencer à être actif en sommeil léger ou avant le sommeil profond, donc une fois qu'on s'est endormi. Un autre type d'insomnie en revanche sur lequel on peut avoir un effet qui est l'insomnie de maintien, c'est-à-dire des personnes qui vont se réveiller pendant la nuit et à ce moment-là, en fait, le fait d'induire du sommeil profond et de rester en sommeil profond va pouvoir maintenir la personne plus longtemps en sommeil et éviter qu'elle se réveille. Les jeunes ingénieurs de cette société travaillent en collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, les services de recherche des armées et les services de pathologie du sommeil de l'Hôtel-Dieu de Paris. Car il existe une corrélation entre le sommeil profond et certaines pathologies comme Alzheimer, Parkinson et même la dépression. Et donc ce bandeau pourrait devenir un outil non seulement de recherche mais également de traitement. Bonjour Monsieur Tournant. Bonjour Monsieur Lémergie. On commence par du foot ou pas? Oui, on va commencer par du foot ce soir. Monaco tentera de se qualifier pour les quarts de finale. Ça va être compliqué parce qu'ils ont perdu 5-3 face à Manchester City. Donc bon. Bon, moi j'ai vu des clubs qui arrivaient à faire 6-1. Oui, c'est pour ça. La remontada à la française. Voilà, ça c'est bon. De toute façon, ça on en reparlera demain. En revanche, il y a deux autres clubs qui se sont qualifiés, c'est Leicester et la Juventus Turin. Je vous propose de regarder les matchs hier soir avec Leicester qui est en bleu, qui participe à sa première Ligue des Champions et qui a éliminé le FC Séville qui avait gagné à l'aller 2-1 sur sa pelouse. Le champion d'Angleterre s'impose 2-0, ouverture du score de Morgan avant la pause et ensuite c'est retour des vestiaires, c'est tir d'Albrighton. À noter que les Espagnols, William, ont terminé à 10. Regardez, le Français Nasri a été exclu pour un léger coup de tête sur un adversaire, Jamie Vardy. Leicester est en quart de finale. Voici le petit coup de tête.
Ah oui, quand même. Service minimum pour la Juventus Turin, victorieuse 1-0 face à Porto. À l'aller, les Italiens étaient rentrés du Portugal avec un succès 2-0. L'unique but de ce match est un penalty de Dybala avec son fameux masque. Vous savez, il fait le masque un petit peu comme les gladiateurs, voilà, comme les gens qui font du catch. Ils font tous des signes, hein, les footballeurs. Oui, non, c'est lui, mais c'est le sa truc, marque de c'est fabrique. C'est qu'on comprenne. Bah lui, il dit qu'on se cache derrière un personnage, mais qu'on doit toujours être sympa. Voilà, c'est son masque. Voilà. Ils en ont fait des affiches, ils en vendent des t-shirts, il se fait un peu d'argent avec, ça sera bien. Il fait le masque. Il fait le masque. Voilà. Bon. Un jour, ils se mettront les doigts dans les oreilles, ça sera très classe. Bon. Ça, c'est pour le football. On a du tennis. Ah avec, ouais, dis donc, oui. ça va pas fort. Là. Alors, il y a Kristina Mladenovic qui s'est qualifiée il y a quelques minutes là, pour les quarts de finale. En revanche, 2 Français qui sont tombés. On a les images des 2 Lucas, Français qui c'est sont dommage, tombés. alors. Lucas, regardez, on va commencer par lui. Lucas Pouille, au 3e tour, il s'arrête. Le 15e mondial a cédé devant l'Américain Donald Young, seulement 60e du classement. Le score 6-4, 1-6, 6-3 en 1h23. Et pourtant, Pouille restait sur une demi-finale à Dubaï où il avait été battu par le numéro 1 et futur vainqueur, Andy Murray. Voilà pour le Français. Française, cette fois-ci, Caroline Garcia n'a rien pu faire face à la Russe Kuznetsova, 8e mondiale. La Française, elle est 25e. Élimination logique, 6-1, 6-4 en 8e de finale. Un duel 100% espagnol entre Rafael Nadal et Fernando Verdasco. Pour la 16e fois en 19 confrontations, Nadal bat son compatriote. 6-4, 7-5, c'est le score. Et au prochain tour, Nadal, 5e mondial, retrouvera son ami ou ennemi, comme vous voulez, Roger Federer, désormais 10e. Ce sera le 36e rendez-vous entre les deux hommes. Le Suisse en 8e de finale après avoir éliminé l'Américain Johnson, 7-6, 7-6. Il y a un dernier résultat de tennis, William, qui est tombé ce matin. C'est le succès de Novak Djokovic face à Del Potro, l'Argentin. Le Serbe est 2e mondial et il passe donc en 8e de finale. Une victoire 7-5, 4-6, 6-1. C'est où ça? Ça, c'était à Indian Wells, en Californie. Regardez le cyclisme avec Tirreno Adriatico. Je vous montre la 2e victoire du Colombien Nairo Quintana après son succès en 2015. Le Français Thibaut Pinot est 3e du général. Mais regardez cette image, William. Elle va vous faire plaisir. C'est le Slovaque Peter Sagan qui a, regardez, évité de justesse cette promeneuse et son chien, voilà, qui passait tranquillement. Il a, voilà, il est passé sur la piste cyclable, voilà, qui était juste à côté. C'était fait pour lui. C'était fait pour lui. Voilà. Et la dame, elle est pas au courant. Ah non, tranquille, hein, les yeux fermés. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, qu'est-ce qu'on a On d'autre? a du basket avec une victoire du Mans et une victoire de Nanterre sur 2 compétitions différentes. Je vous explique tout ça. Regardez, le Mans en blanc qui défendra son titre en Coupe de France. Les Manceaux ont battu Chalon 80-72. La finale de Coupe de France est prévue le 22 avril à Paris. Et les Sartois affronteront soit Antibes, soit Nanterre. Nanterre qui est ici en blanc et vert, qui s'est qualifié pour le dernier carré de la FIBA Europa Cup, la 3e compétition continentale. Les Franciliens ont battu les Turcs d'Oussak 110-82. Et pour terminer, William, vous savez certainement que la mode du running, de la course, est au fun race, ces courses amusantes. Voilà, ça se passe parfois dans la boue et maintenant dans la neige avec la Yeti Race qui était au Ménuire en Savoie. 900 participants, 10 ou 20 km au choix, avec des épreuves, des obstacles à passer en binôme. Près de 2 heures d'effort pour la longue distance. Prochaine étape, 2 heures. Oui, 2 heures. Et la prochaine étape, sont ce obligés sera de faire à ça Tignes. Ah, ça, c'est rigolo. Si vous ne passez pas par là, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas qualifié, William. Ah bon? Voilà, il faut tout faire toutes les épreuves. C'est bien ça. Et on court je vous ai pendant 2 heures. inscrit. Voilà. Vous le faites avec moi. Voilà. Ça va bien se passer. Sous votre dos. Voici la semaine dédiée à l'artisanat un peu partout en France. Vous êtes invités à découvrir ces beaux métiers-là et à rencontrer des professionnels. Vous allez voir, c'est le cas de Sophie Pignal. L'artisanat, pour certains, c'est une seconde partie de carrière ou une reconversion professionnelle. C'est le cas pour Christophe Lacombe, gentiment surnommé Kiki l'éclaireur. Si on est dans mon univers, chez Kiki l'éclaireur, c'est une marque que j'ai créée il y a environ 7 ans et je fais donc des luminaires. J'ai eu une vie antérieure, j'étais réalisateur, je faisais des documentaires et j'avais envie de continuer dans quelque chose d'extrêmement technique, d'extrêmement artistique. J'avais toujours eu envie de faire des luminaires, je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Et puis un jour, je me suis jeté dans le vide et je suis très heureux depuis.
Je travaille avec des objets qui sont des objets originaux. J'identifie 5 types d'objets qui sont un petit peu des classiques du design français. Des vieux téléphones en bakélite, des vieux appareils photo à souffler, des moulins à café. Je fais également des pendules en formica et puis également des téléphones un peu plus pop, vintage, orange. À partir de cela, je fais une véritable adéquation entre des abat-jours qui sont des abat-jours couture avec des belles matières, avec du taffetas, avec de la dentelle. Et de cela, on fait vraiment un luminaire qui est assez magique. Tout au long de cette semaine, l'artisanat vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses métiers. L'artisanat est un secteur important de l'économie puisque au-delà des 1 300 000 entreprises en France, c'est plus de 100 000 embauches tous les ans dans les entreprises de l'artisanat et plus de 180 000 apprentis qui sont formés dans les centres de formation de l'apprentissage. 37% de l'export en France provient de l'artisanat. On est très présent à l'étranger. C'est pratiquement 75% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. On travaille presque sur tous les continents, de l'Asie à l'Australie, aux États-Unis. Ce ne sont pas seulement des métiers anciens, ce sont aussi des métiers d'innovation. Il y a beaucoup de petites entreprises de l'artisanat, aux côtés de grandes entreprises d'aéronautique comme Airbus, ou aux côtés de grandes entreprises médicales pour l'impression 3D par exemple. Une reconversion professionnelle, c'est toujours un peu un saut vers l'inconnu. Je pense que il faut être vraiment intimement persuadé de ce que l'on va faire. Il faut vraiment bien avoir la tête sur les épaules. C'est pas facile, mais il faut en même temps y aller. Vous souhaitez connaître dans votre région les rendez-vous proposés dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat? Rendez-vous sur ce site internet. Voilà. Merci Sophie, à plus tard. Direction Rome maintenant, nous allons retrouver sur place notre correspondant permanent pour tout le sud de l'Europe et au-delà même. Il y a 4 ans, souvenez-vous, le pape François, Habemus Papam, il succédait à Benoît XVI. Alors il faut savoir, et vous en souvenez probablement, que c'est un homme dont on ignorait presque tout. Et puis 4 ans plus tard, François, est-ce qu'on peut faire un bilan et est-ce qu'il est positif? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors c'est toujours évidemment difficile de dresser un bilan, mais vous savez, il y a parfois des anecdotes qui en disent très long. Alors lorsqu'en 2013, le cardinal Bergoglio, qui allait devenir ensuite le pape François, est arrivé ici à Rome, il était comme tous les autres cardinaux. Pour se rendre au conclave, il y allait dans un petit bus. Vous avez tous les cardinaux dans ce petit bus. Et puis après, lors du conclave, il a été élu pape. Et à l'issue du conclave, la voiture pontificale, la voiture du pape, une limousine avec chauffeur, l'attendait. Et là, le pape François dit non, pas du tout. Je ne monte pas dans cette voiture. Je remonte dans le petit bus avec les cardinaux. Et donc, tout de blanc vêtu, avec les cardinaux, il était à l'intérieur de ce petit bus et les cardinaux n'en revenaient pas. Et vous savez, William, ça donne un peu l'état d'esprit du pape François, l'état d'esprit du pontificat. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Colombe Jaossidi. Buonasera. Un pape venu de l'autre bout du monde. Il y a 4 ans, un cardinal argentin inconnu en Europe est élu chef de l'Église catholique. Jorge Bergoglio choisit le nom de François comme le saint d'Assise. Le symbole est fort. Il place son pontificat sous le signe de la pauvreté et de la simplicité. Comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres. C'est vers les plus démunis que le pape François se tourne. Il multiplie les voyages dans les régions les plus pauvres du monde. En Afrique, en Amérique du Sud, mais c'est sur l'île de Lampedusa qu'il fait son premier voyage à la rencontre des migrants. Loin des fastes et des protocoles de la curie romaine, ce pape vit simplement. Il achète seul ses lunettes dans le centre-ville de Rome. Il porte lui-même ses bagages. J'ai toujours dans mon sac mon rasoir, mon agenda et mon bréviaire. C'est normal. On doit être des gens normaux. Mais derrière la popularité du pape François apparaissent des divisions. Jorge Bergoglio se met à dos les catholiques les plus conservateurs. Il voit d'un mauvais œil ses prises de position sur l'accueil des migrants, sur la famille. Ils estiment même qu'il désacralise la fonction de pape. Le mois dernier,
Des affiches contre lui ont été placardées dans toute la ville de Rome. Au sein de la curie, on le dit esseulé. S'il a réussi à conquérir le cœur de millions de fidèles et de certains athées, le défi principal du pape François reste de rassembler les siens. Bon, on l'a bien compris, là, François, la réforme de la curie, autrement dit, c'est le gouvernement de l'Église, hein, si vous voulez. C'est pas facile, le pape a du mal. Est-ce qu'il y a un autre domaine où le pape François a encore une autre difficulté et affronte une certaine opposition de la part des cardinaux ? Oui, une opposition ou au moins une résistance, hein, William. En fait, c'est dans le domaine de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Alors évidemment, le pape François a eu des mots très durs contre les prêtres pédophiles. Il a eu des mots très durs également contre les évêques qui couvrent ces prêtres pédophiles. Mais dans la pratique, eh bien, la réforme a du mal à se mettre en place. Il a créé une commission de lutte contre les agressions sexuelles. Et cette semaine, eh bien, on a appris une membre de cette commission, qui est elle-même d'ailleurs une ancienne victime d'abus sexuels de prêtres, eh bien, elle a claqué la porte violemment, elle a démissionné. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit en gros que le Vatican freine des 4 fers pour punir justement les évêques qui ont couvert des agressions sexuelles. Et donc, ça montre, William, que la réforme en matière de lutte contre la pédophilie dans l'Église a du mal à progresser. Très bien. Bon, mais bonne chance. Merci beaucoup. Bon, alors, il y a un record de battu, là. Oui, encore un record de une ce matin pour François Fillon. Il fallait bien que la presse marque le coup après la mise en examen, certes attendue, mais désormais effective, du candidat des Républicains à la présidentielle. Comme l'écrit Hubert Coudurier dans le Télégramme, Fillon en est réduit à guetter les fautes de Macron et... bonne nouvelle pour lui, oh joie, oh espoir fou, oh improbable félicité. Voilà que Macron passe à son tour dans le viseur de la justice. Alors bon, la cible est encore un peu lointaine et l'image un peu floue. Il est question de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'organisation d'un événement qui n'aurait pas fait l'objet d'un appel d'offres dans les règles quand Macron était ministre de l'économie. Attendons, on verra. Ajoutez à cela une Marine Le Pen sur laquelle la justice enquête également, ainsi que les noms d'oiseaux que s'échangent Valls et Hamon, et vous aurez tous les éléments d'une campagne plus imprévisible que jamais. Oui, elle est bizarre cette campagne, il y a même un candidat qui refuse des soutiens. Ça aussi, c'est du jamais vu. Macron, quand on lui annonce que les 3/4 du PS veulent le rejoindre, eh bien il clame qu'il n'a pas fondé une maison d'hôtes. Il dit non, non merci, gardez votre bilan, moi ça va aller. Le meilleur, le voilà d'ailleurs, qui se retrouve avec un Valls sur les bras, à tel point qu'il se demande ce qu'il va en faire, parce que Valls... Qui ne s'est pas encore prononcé. Hein. Oui, mais enfin, il a dit qu'il ne le soutiendrait pas, qu'il ne donnerait pas son tout de parrainage suite, à on Hamon. verra. C'est un peu compliqué, ils se testent un peu, ils se reniflent tous les deux, parce que Valls, c'est sûr, ne soutient pas Hamon, lequel crie à la trahison des électeurs, tout en oubliant qu'il les a lui aussi un peu trahis, en se faisant élire sur une mesure phare, le revenu universel, qu'il a depuis complètement démembré. Il ne serait pas du tout universel, ce revenu, et ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà. Donc, confronté à cette folle ambiance, eh bien, je ne saurais trop vous conseiller de changer d'air avec un grand et bon reportage paru hier dans le Figaro, mais plus que jamais disponible sur le site du journal. Il y est question d'une prison 5 étoiles avec cellules individuelles, téléphone, ordinateur, salle de sport et cuisine. Bienvenue aux Pays-Bas, bienvenue à La Haye, dans une prison réservée à des criminels qui attendent d'être jugés par la Cour pénale internationale. C'est une plongée dans un monde où chaque détail a son importance, à laquelle nous convie Adrien Jolme, l'envoyé spécial du journal à La Haye. Il raconte qu'au début, il y avait là des accusés originaires de l'ex-Yougoslavie. Vous allez voir, c'est un papier qui fait une page entière. Et puis, depuis quelques années, eh bien, les prévenus sont presque uniquement africains. Il faut donc que cet endroit paraisse le plus international possible. Le recrutement demande du doigté. Les assistantes sont à la fois italiennes, congolaises, tanzaniennes. On évite que des détenus noirs soient gardés uniquement par des blancs. On veille à la parité homme-femme. On veille aussi à ce que toutes les ethnies soient représentées.
Et qui sont ces détenus africains? Ce sont des criminels de guerre. Ah, criminels de guerre, d'accord. Alors rien ne doit pouvoir remettre en cause cette institution. Les détenus étant africains, il y a là Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, son ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Bien sûr, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président du Congo, et d'autres. Eh bien, il faut donc veiller à respecter les coutumes culinaires de tous ces gens-là. Sauf que ça coûte cher dans une collectivité. Le coût d'un repas est d'environ 3 € par personne et par jour. Mais un repas comprenant du manioc, un aliment qui doit être importé là, ça coûte 15 €. C'est ce qu'explique le directeur de la prison. Et puis, autre problème, les visites conjugales. Elles sont autorisées, mais on a dû s'adapter à la polygamie. C'est-à-dire qu'un détenu peut faire venir toutes ses épouses, mais il n'aura pas plus de visites qu'un monogame, en quelque sorte. Ah oui. Il a fallu aussi mettre Faut le qu'il haut se là. dépêche, donc. Voilà, il faut faire vite à chaque fois. Il a fallu aussi mettre le haut là parce que la famille avait tendance à venir et à demander l'asile politique aux Pays-Bas. Les détenus ont été prévenus. Si un membre de leur famille s'amuse à ça désormais, eh bien, on supprimera les visites. Voilà, c'est passionnant, c'est étonnant. C'est dans le Figaro, en tout cas sur le site du journal. La prison, pas comme les autres, de la Cour pénale internationale. C'est le titre de ce papier d'Adrien Jolme. Merci Patrice. Mais d'abord, avec Caroline Roux, les 4 vérités. Ce matin, c'est Nathalie Arthaud, l'invitée de Caroline. Oui, porte-parole et candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière. C'est sa 2e participation à une présidentielle. Et vous allez voir, elle n'a pas changé une ligne de ses colères pour défendre les travailleurs. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Alors François Fillon a donc été mis en examen. On va parler de votre programme, mais cette campagne elle est très particulière et elle est systématiquement marquée par les affaires. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire, Nathalie Arthaud? L'affaire elle-même, les montants, la défense de François Fillon, la justice qui se mêle et qui met en examen un candidat à quelques jours d'un scrutin? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Non, c'est bien sûr l'attitude de François Fillon. Voilà, je l'ai toujours dit, légal ou pas légal, c'est pas ça le problème. Effectivement, les montants sont ahurissants. Et on a l'impression qu'il ne se rend pas compte, mais 800 000 €. Et puis il faut rajouter les costumes maintenant. Ce prêt de 50 000 € auquel, 50 000 € sans intérêt, sans échéance, enfin. Ça finit par des vous faire millions de sourire. femmes et hommes en rêveraient, voyez-vous. Et voilà, ce sont des sommes qu'aucun ouvrier, qu'aucune caissière, aucun employé peut imaginer amasser tout au long de sa vie de travail. Voilà, donc effectivement, c'est révoltant. Mais est-ce qu'un juge qui met en examen un candidat à 6 semaines d'une élection présidentielle, ça vous semble être un fonctionnement correct des institutions? Vous entendez ce débat-là dans l'entourage de François Fillon parler d'acharnement judiciaire? Sa défense me révolte aussi, je dois le dire, parce qu'effectivement, il se pose en victime, mais c'est quand même incroyable, c'est incroyable. Et y compris quand on l'entend dire qu'il faut abaisser la majorité pénale, qu'il faut la tolérance zéro, que la justice envoie plus en prison, etc., etc. Là, c'est pas tout à fait le même son de cloche. Donc, c'est aussi le décalage entre ses comportements et puis son discours, parce que c'est quand même le même qui va aussi dire aux ouvriers qu'il faut travailler plus que 35 heures, qu'ils sont trop bien payés, trop bien soignés, et qu'il faut qu'ils fassent des sacrifices. Donc effectivement, tout ça, c'est à rejeter. Moi, je crois que ça le disqualifie du point de vue des classes populaires. Lui, justement, il compte sur les Français en disant « je m'en remets au suffrage universel ». Ce sont les Français qui choisiront. Oui, bien sûr. Bon, mais je pense que la droite n'a pas le choix, manifestement, de son candidat. Mais je crois que les classes populaires, elles vont pouvoir dire tout le mal qu'elles pensent, justement, à la fois de son comportement et de sa politique, d'ailleurs aussi. Et quand vous entendez que le parquet national financier ouvre maintenant une enquête pour favoritisme pour un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas réalisé sans appel d'offres, vous dites quoi? Ça continue? Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, parce que c'est Macron, mais c'est aussi Le Pen. Il faut aussi le dire, avec effectivement des redressements fiscaux qui la guettent, manifestement. Bon, tous ces gens-là gravitent dans le monde bourgeois, en fait, et ils ont les comportements de la bourgeoisie, où ils considèrent que tout leur est dû, que c'est normal, que peuvent, comme ça, avoir des passe-droits, voilà. Et c'est ce qui est profondément révoltant. Donc moi, effectivement, j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à s'inviter dans cette élection pour dire leurs intérêts, leurs points de vue, leurs difficultés, pour imposer justement leurs besoins dans ce débat politique. C'est intéressant ce que vous dites sur le Front National en l'associant à ce monde bourgeois, comme vous dites. Bien sûr. Quand vous voyez que Marine Le Pen séduit
40% presque de l'électorat populaire. Vous leur dites quoi à ces gens-là qui sont tentés par le vote Front National? Un électorat qui s'est détourné du vote de l'extrême gauche. Mais c'est une imposture. Marine Le Pen, c'est une héritière. Une héritière. D'ailleurs, parmi ses généreux donateurs, elle compte quand même son père, n'est-ce pas, dans cette campagne-là. Et puis, voilà, elle prétend parler au nom du peuple, mais qui est-ce qu'elle vise? Qui est-ce qu'elle accuse? Ce sont les immigrés, ce sont les étrangers, c'est-à-dire ce sont des ouvriers, ceux qui font tourner des entreprises sur les chaînes de montage, on les voit bosser dur, ceux qui sont dans les entreprises de gardiennage, de nettoyage, ce sont des intérimaires, donc elle s'en prend à des travailleurs. Et vous savez, quand on s'en prend à des travailleurs, eh bien, on s'en prend à l'ensemble du monde du travail, parce que c'est une politique que le grand patronat connaît bien. C'est diviser pour mieux régner. Donc c'est exactement, effectivement, la politique qui correspond aux intérêts des plus riches, de ceux qui dominent aujourd'hui. Mais est-ce que vous faites une part de mea culpa vis-à-vis de cet électorat-là en disant comment on a pu les laisser partir? Non, d'abord, ce n'est pas l'électorat de Nathalie Arthaud qui, aujourd'hui, est tellement désorienté. D'une manière générale, de la gauche radicale. Mais la gauche, c'est la gauche gouvernementale qui a trahi, qui a écœuré, qui a désorienté. Et moi, je n'ai jamais fait partie de cette gauche-là. Je l'ai toujours dénoncée en 2012. J'étais la seule à ne pas appeler à voter pour Hollande en disant « ne vous faites pas d'illusions ». Au bout du compte, comme dans toutes les campagnes électorales et comme dans celle-ci, il arrivera au pouvoir et il sera aux ordres des puissances de l'argent. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, dans cette élection, moi j'appelle les travailleurs justement à se rassembler derrière un programme qui corresponde à leurs intérêts, c'est-à-dire combattre le chômage, les suppressions d'emplois, imposer la répartition du travail, une augmentation des salaires, la nécessité de contrôler l'argent qu'il y a dans les grands groupes capitalistes, parce qu'il faut que les travailleurs soient conscients de leurs intérêts, de leur politique et de la nécessité de se battre pour. On peut se rassembler dans le cadre de cette élection, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre démarche? Vous avez été candidate à la dernière présidentielle, travailleuse, travailleur. C'est le slogan de lutte ouvrière depuis que lutte ouvrière est à la présidentielle, c'est-à-dire depuis 1974. En quoi vous avez adapté votre logiciel à la réalité d'aujourd'hui? Par exemple, en quoi votre discours est différent par rapport aux salariés, aux travailleurs du numérique? Est-ce que vous avez adapté vos propositions ou est-ce que les problématiques sont toujours les mêmes? Évidemment, les problématiques sont les mêmes. Et ce qui est impressionnant, c'est que nous nous enfonçons dans le chômage de masse, dans la précarité. On peut travailler et être pauvre aujourd'hui. Et vous savez, même dans le numérique, cette économie qu'on nous vend comme moderne, eh bien, elle produit des travailleurs qui sont sans contrat de travail et sans protection sociale, justement. Et ce sont des travailleurs qui ont peut-être la liberté de s'exploiter, qui s'auto-exploitent, mais pour le compte de grands groupes, en réalité capitalistes. Donc, au bout du compte, on produit des salariés. Moi, j'étais impressionnée de voir les chauffeurs de taxi qui cherchaient à se requalifier leur contrat en contrat de travail. Donc, en réalité, la classe ouvrière, le monde ouvrier, eh bien, il est là. Il continue d'être à la base de la société. Et moi, j'en appelle un vote de fierté, justement. Ça doit être un motif de fierté de tout faire fonctionner dans cette société, d'être, voilà, ceux qui font les progrès de la médecine, les prouesses techniques. Ce sont les travailleurs. Donc, il faut qu'ils affirment leurs droits, leurs besoins dans cette élection. Jean-Luc Mélenchon a obtenu ses 500 parrainages. Déjà, j'imagine que vous êtes satisfaite qu'il puisse se présenter. Bien sûr. Lui aussi, il défend, il était là à votre place il n'y a pas si longtemps, il défend les petits, les ouvriers, les sans-grades. Pourquoi il n'y a pas de passerelle avec Jean-Luc Mélenchon? Alors d'abord, j'espère aussi à ce propos que Philippe Poutou aura aussi ses parrainages, parce que lui ne les a pas encore et j'espère qu'il les aura, qu'il va y avoir des maires qui vont renvoyer leur parrainage là dans la journée. Voilà. Mais pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, il parle effectivement, mais pas du même point de vue. Il explique qu'il suffira de voter pour lui pour que leur sort s'améliore. Je ne crois pas à cela. Des promesses électorales, on en a eu à toutes les élections. Le sort des travailleurs n'a jamais changé ainsi. Cela dépend des combats collectifs, du rapport de force. Il faut que la colère sociale, elle s'exprime. Et j'espère, oui, il faudra effectivement une poussée, une levée en masse des travailleurs pour faire imposer leurs droits. Quand vous voyez quand même les milliards qu'il y a dans cette société, dans ces grands groupes capitalistes, dans le secteur bancaire, dans l'automobile, et qu'on voit qu'ils ne sont même pas capables d'augmenter les salaires, d'embaucher, qu'ils suppriment des emplois, il y a de la colère à exprimer, à rassembler. Et moi, j'espère que politiquement, on le fera derrière ma candidature. Vous espérez combien? Allez, c'est quoi votre objectif? Alors, vous n'allez pas me donner un chiffre, mais... surtout que je n'ai pas de maximum, vous voyez. Oui, c'est tant mieux. Mais quel est votre objectif? C'est votre deuxième présidentielle. Comment est-ce que vous l'abordez?
Pour moi, gagner, ça sera pouvoir compter plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui épousent ce programme-là, qui fassent ce programme-là le leur, et cette conscience, justement, d'avoir à se battre, parce que, vous savez, quel que soit celui qui sera élu, il va falloir mener effectivement des combats, se battre pour nos conditions d'existence, pour nos conditions de travail. Merci beaucoup, Nathalie Arsenault. C'est à vous, William. Meilleur qu'avant, steak frites, rien n'est meilleur qu'avant, steak frites, un steak frites, voudrais deux, ou bien entre les deux. Dans l'actualité de la nutrition, nous allons vous parler, madame, monsieur, peut-être qu'il est un peu tôt, de steaks végétaux. Vous avez probablement entendu parler de ça, vous en avez peut-être goûté aussi, mais alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces steaks végétaux? Est-ce que c'est bon pour la santé? Avouez que ce sont des bonnes questions. Nous avons les réponses. Elles sont bonnes aussi, vous allez voir, avec Brigitte Fanny Cohen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah, comme leur nom l'indique, les steaks végétaux sont composés de végétaux, donc des céréales, blé, avoine, sarrasin ou du soja, qui est un aliment quand même particulièrement riche en protéines. Donc jusque-là, c'est plutôt bon signe. Alors, c'est plutôt bon signe, sauf que, voilà, le terme de steak est un petit peu trompeur. Parce que quand même, le steak, c'est une autre composition. Ces steaks végétaux ont effectivement l'apparence de steak haché, mais ils n'en ont pas le goût, ils n'en ont pas la texture. En bouche, ce n'est pas du tout la même sensation. Mais ils ont une très bonne image santé et une très beaucoup de médecins aussi qui se sont penchés sur ces aliments pour décrypter un petit peu l'envers du décor. Alors, est-ce qu'ils sont aussi riches en protéines qu'ils l'affirment parfois sur les étiquettes? Ce sont quand même ces steaks, on peut les trouver en grande surface ou dans des magasins bio, des magasins spécialisés. Est-ce que ce sont vraiment des aliments minceurs? Est-ce qu'ils sont moins caloriques que la viande? Est-ce que ce sont vraiment des aliments de remplacement de la viande, ou est-ce que ce sont des aliments tout simplement différents? Non, parce qu'il y a des organismes qui sont chargés de contrôler ces affirmations. C'est excellent pour la santé pour telle et telle raison. On va bien voir. Effectivement, vous allez voir que il y a un envers du décor. Toutes les affirmations autour de ces steaks végétaux ne sont pas toujours vraies, mais il faut bien lire ces étiquettes pour bien choisir son steak végétal. Mangez-moi, 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 c'est le chant des silos qui suffit. Quand on regarde sur le plan nutritionnel un steak végétal en face d'un steak de viande, on se rend compte que les différences nutritionnelles sont extrêmement importantes, ce qui fait que l'un et l'autre ne sont absolument pas comparables. Sur le plan des protéines, le steak végétal est très inférieur. En général, on ne dépasse pas plus de 16 grammes pour 100 grammes, alors que sur un steak de viande, on est entre 20 grammes et 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui reste quand même beaucoup plus important et qui est l'avantage majeur du steak de viande. On ne peut absolument pas considérer les steaks végétaux comme des aliments minceurs parce que la plupart d'entre eux atteignent 250 calories pour 100 grammes. C'est beaucoup plus que les steaks de viande et notamment les viandes maigres. Et la deuxième chose, c'est que pour obtenir ce type de produit, on est obligé de rajouter des graisses pour agglomérer les farines ou les différentes protéines entre elles et que ce sont des graisses bien sûr de bonne qualité, mais il en faut une certaine quantité. Par contre, les steaks végétaux sont intéressants puisqu'ils vont contenir des fibres, contrairement à la viande qui n'en contient pas. Or, on sait aujourd'hui qu'il faut augmenter la consommation de fibres en France. Alors certes, il y a des fibres, certes, on va utiliser des légumineuses et des farines de soja ou de tofu, mais on est quand même obligé, pour arriver à fabriquer ce produit, on est obligé à rajouter des colorants, des épaississants, des conservateurs, des exhausteurs de goût et aussi du sel. Et donc, l'effet bénéfique sur la santé qui est obtenu par les fibres est quand même contrebalancé par le fait que c'est un produit transformé. Alors, établissons une vérité, les steaks de viande sont intéressants essentiellement pour l'apport en protéines, pour l'apport en fer, pour l'apport en cuivre. Ils sont relativement pauvres en minéraux et en vitamines. À l'inverse, les steaks végétaux sont plus riches en minéraux et en vitamines. Ils contiennent également du fer, mais ils ont l'inconvénient que, contrairement à la viande, il n'y a pas de cuivre, alors que le cuivre potentialise l'effet du fer. Donc le fer devient plus efficace quand on absorbe de la viande que quand on absorbe des végétaux. Il n'y a absolument rien de difficile à fabriquer soi-même son steak végétal. Prenez du tofu, prenez de la farine de blé, mettez un peu d'eau, rajoutez un peu d'huile, mettez toutes les épices que vous voulez, tous les condiments que vous souhaitez, limitez le sel et vous obtiendrez un produit fait maison dont vous aurez la garantie nutritionnelle et la garantie gustative.
Bon, si vous voulez retrouver tous ces conseils, c'est dans le livre qui est sur cette table-là que vous allez voir maintenant. Guide d'achat pour bien manger du docteur Jean-Michel Cohen, la 2e édition, et c'est aux éditions First. Merci beaucoup. On va parler de tout à fait autre chose que vous connaissez peut-être dans votre belle ville de Poitiers où vous résidez. C'est ce qu'on appelle la désertification commerciale. On va parler de ce sujet-là avec Frédéric Vion. Peut-être est-ce que vous habitez une commune où de nombreuses boutiques ont fermé dans le centre-ville et où désormais il n'y a plus de commerce, ou presque. Ils sont à la périphérie. Est-ce que c'est un mouvement général en France? Est-ce qu'on l'a observé depuis combien d'années? Oui, alors c'est un mouvement général. On a des statistiques assez précises là-dessus depuis le début du siècle, depuis une quinzaine d'années. Les petits commerces sont effectivement en train de disparaître du centre-ville de la plupart des communes. Vous allez voir les chiffres. Les chiffres d'abord, dans les agglomérations qui font moins de 50 000 habitants, le commerce de centre-ville a baissé de 7% depuis 2004. Ce chiffre, c'est la baisse du nombre des emplois qui est un bon indicateur, hélas, de la mauvaise santé de ce type de commerce. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est encore pire dans les villes un petit peu plus grosses. Les villes de 50 à 200 000 habitants, ça recule de 9%. Pourquoi? Parce que dans ces villes-là se développent en particulier de très grosses zones de supermarchés en périphérie qui siphonnent l'activité du centre-ville, donc recul très net, surtout en France, qui est un pays où il y a beaucoup de supermarchés par rapport à certains de nos voisins italiens, espagnols par exemple. On est vraiment un pays de supermarchés. Au final, il n'y a plus que les très grosses villes qui s'en sortent, où le commerce de centre-ville est encore en augmentation. Les grosses villes de plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire uniquement Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse. Il y en a 5. Voilà, 5-6. Dans toutes les autres, donc le commerce de centre-ville régresse depuis au moins une quinzaine d'années. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, pas de surprise. Les supermarchés qui se développent à la périphérie des villes siphonnent l'activité. On connaît tous ces immenses zones avec 2 ou 3 supermarchés généralistes, un autre pour le bricolage, un pour les articles de sport, une animalerie, une jardinerie. Je connais une petite ville de Lorraine que je ne nommerai pas où il y avait 2 supermarchés quand j'étais petit. Il y en a 10 aujourd'hui pour la même population. Donc c'est vraiment pour la même population. Pour la même population, elle a même un peu baissé. Alors attention, au final, l'emploi en France s'est plutôt développé dans le commerce parce que les supermarchés ont créé davantage d'emplois qu'ils n'en ont fait supprimer dans les centres-villes. Le bilan est positif si on regarde simplement les chiffres. Il y a un peu plus de livreurs, vendeurs, caissiers qui ont été embauchés par la création de supermarchés qu'il n'y a eu de licenciement du fait de la disparition des boutiques de centre-ville. Je vous disais tout à l'heure qu'on a perdu 7 à 9% d'emplois dans les centres-villes. Les créations de supermarchés, elles, ça a été plus 12 ou 13%. Donc c'est plus que compensé au niveau pur des chiffres. Mais il n'y a pas que les chiffres dans la vie. Il y a aussi la qualité de vie, l'identité de nos petites villes et de nos villages. Et c'est pas très agréable de ce point de vue-là, du point de vue de la qualité de vie au quotidien, parce que regardez, ça donne des villes totalement mortes. On va aller à Annonay en Ardèche, quand même 17 000 habitants, hein, c'est pas un village, mais les rues sont désertes, il n'y a plus un commerce. Ça pose de nombreux problèmes aux gens qui n'ont pas le permis de conduire, aux personnes âgées, oh là là, la rue, là. Aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Comment font-ils? Il y a dans cette ville 21% des boutiques qui sont inoccupées, ça a triplé en 15 ans, 21% d'inoccupation. Le pire au niveau national, c'est pour les pressings, les librairies papeteries et les magasins d'articles de sport qui ont quasiment disparu des centres-villes, jusqu'à 50% de fermeture pour ces catégories. Même les boulangeries commencent à souffrir, même les boulangeries. Il n'y a guère que les restaurants et supérettes qui s'en sortent. C'est triste. Ça pose aussi un problème de pollution, figurez-vous. De pollution, puisque désormais, on est obligé de prendre sa voiture, même pour aller chercher le pain, alors qu'avant, on envoyait le gamin qui allait au coin de la rue, vous voyez. Maintenant, voiture. En 1970, il y avait une voiture pour 4 habitants en France. Aujourd'hui, c'est une voiture pour 1,5 habitants. Donc, vous voyez, on fait la COP21, mais il y a aussi ce problème-là. Je termine en vous disant qu'heureusement, il y a des municipalités qui prennent des mesures. Certaines taxes, par exemple à Saint-Brieuc, taxent les locaux commerciaux vides pour que les propriétaires des locaux commerciaux fassent des loyers moins chers pour les commerçants. C'est un exemple. Sinon, l'État donne une subvention jusqu'à 400 000 euros pour des opérations de redynamisation du centre-ville. Alors pour ça, il y a un site web, cœurdeville.gouv.fr. Donc allez-y si vous voulez, si vous êtes une municipalité qui veut redynamiser son centre-ville. C'est le lien social surtout, les commerces. Voilà, exactement. Le fameux « comment elle va, Madame Michu » Tout à fait. Alors on peut discuter aussi au supermarché, mais de fait, les personnes âgées, les gens qui n'ont pas de voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Comment il fait, gère ça là? Comme tout le monde, on prend la voiture. La voiture. Oui. Voilà. Vous devriez peut-être monter une petite droguerie à l'intérieur, vous avez raison. À centre-ville. Là où je suis d'accord avec Frédéric, c'est que les boulangeries, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commencent à disparaître en grand nombre. D'accord. Bon, voilà, c'était une plainte collective. Merci beaucoup. Alors, il faut peut-être rappeler le pitch de ce film-là. C'était Priscilla folle du désert. Oui. Qu'est-ce que ça racontait? C'était fabuleux, Priscilla folle du désert. C'était l'histoire de 3 homosexuels, dont 2 drag queens et un transsexuel, qui décidaient de traverser l'Australie à bord d'un bus qu'ils baptisent Priscilla
pour aller donner des représentations de leur spectacle glamourissime, génial, dans un casino de l'autre côté du pays. Pour ça, il faut traverser l'Australie et ses contrées les plus reculées, donc faire face quelquefois à des esprits un petit peu étroits, surpris en tout cas, facilement étonnables. L'homme du bush australien est moqueur. L'homme du bush, c'est pas facile. Quand il voit débarquer des drag queens, Il n'a pas l'habitude du spectacle de travesti. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Il y a moyen les paillettes dans ce genre de village. Et en tout cas, ce qui était très intéressant avec ce film qui s'est sorti, donc vous le disiez en 94, c'est que c'était un peu la première fois qu'on présentait la culture gay, la culture homosexuelle et ses acteurs principaux sans bienveillance particulière, parce qu'ils ont un paquet de défauts, les trois, là, mais sans victimisation non plus. Mais on faisait quand même... Et la musique était remarquable. La musique était incroyable. C'était tous les tubes des années 70-80, les Gloria Gaynor, les Tina Turner, Alors là, sur scène, en plus, vous avez Kylie Minogue, Madonna, enfin, tous les titres, parce que c'est une adaptation sur scène dont je suis venue vous parler ce matin. Et il relève le défi, vraiment. C'est très, très bien. Et je vais vous dire... Oui. Non, il y a le bus. Il y a le bus qui est génial. Je voudrais ce bus, chef. Je voudrais partir en vacances dans ce bus. Il est extraordinaire. C'est une société du sud de la France qui l'a construit. Il est génial. Il s'ouvre, il s'éclaire. C'est un vrai acteur. C'est un des rôles principaux du film. 3 divas qui chantent. Tout le monde chante en direct. C'est vraiment, je veux dire, mission accomplie parce que quand je me suis assise dans la salle, j'ai repéré une dame d'un certain âge qui très clairement avait été traînée là par ses petits-enfants. Elle n'était pas contente du tout d'être là, pas du tout. Elle était debout. Non mais vraiment, j'en ai été ému. C'est chouette, c'est fait pour ça. Elle était debout. Comme dirait l'excellent David Alexis qui campe le rôle de Bernadette, campé dans le film par Terence Tramp. Vous savez, celui qui fait la tête. Il fait la tête tout le temps. Il paraît que c'est parce qu'il découvrait le matin même ce qu'il allait tourner, qu'il n'était pas content du tout. Il découvrait sa robe, ses paillettes, la scène. Merveilleux acteur. Génial acteur. Et puis, un acteur de théâtre londonien. Mais fabuleux. Tout le casting était comme ça. Et là, ils sont vraiment à la hauteur des centaines de costumes. Enfin, je vous y emmène. Ils ont une énergie en coulisses. C'est presque étourdissant. Je voulais absolument faire une adaptation très proche du film, donc une adaptation très cinématographique. C'était une grosse machine à mettre en route, mais ça y est, notre Priscilla, elle est sur les routes. Il y a des éléments de décor comme cet autobus qui s'appelle Priscilla, qui est le premier rôle du spectacle finalement. Il a la particularité de pouvoir se déplacer sur scène, donner l'illusion aux gens qui roulent. Il a aussi la particularité de s'ouvrir en partie pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de ce bus. Et surtout, il est entièrement composé de LED, donc il change de couleur pendant le spectacle. La production a mis vraiment l'accent sur la démesure et sur la beauté aussi des costumes. HMC, ça veut dire habillage, maquillage, coiffure. À mon avis, sur Priscilla, ça doit être quelque chose. Merci de nous accueillir, David. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Eh bien là, je suis en cours de transformation. Il y a une partie de moi qui disparaît et une autre partie qui va apparaître dans 1 heure à peu près pour que Bernadette apparaisse. C'est en même temps un challenge, une excitation parce qu'il faut rester assez sincère et aller trouver sa propre féminité. Adapté en comédie musicale, le message reste le même parce que c'est quand même 3 personnes qui essaient de lutter et d'aller au-delà de leurs rêves et surtout d'essayer d'être acceptés tels qu'ils sont. Eux sont intérieurement des drag queens, une transsexuelle, un homosexuel, et donc je pense que ce message est encore d'actualité. Je suis très fier aujourd'hui de jouer ce spectacle parce qu'il véhicule ce message où il faut vivre et laisser vivre, tout simplement. Bonjour Bernadette. Et Bernadette apparaît. Et c'est vraiment cool, on va dire, de la journée, parce que dès que ça commence, dès que le spectacle commence, là, c'est... Ah oui, après lui c'est fini. Oui, après lui, il est non-stop 2h30 sur scène. Vous avez quelques costumes? Je vous ai 12 costumes et j'ai dû perdre 5 kilos depuis le début du spectacle. Dans l'histoire, au départ, les drag queens doivent chanter en playback. Ce sont les rois du karaoké. Mais sur une vraie comédie musicale comme Priscilla, ils chantent en live tous les soirs. Les divas, les chanteurs et même les danseurs. C'est fou, c'est péchu, ça donne la joie, quoi. Et c'est ça qui est important. Allez, on va à l'habillage.
Depuis le 3 janvier, je vis sur 10 cm. Je vois le monde un peu plus haut. Magnifique, non? Jusqu'au lever de rideau, il y a encore quelques petites retouches make-up. On installe les micros, on fait un petit peu de vocalise avant le show. Et paf, c'est parti, le rideau part et chou. Après, le spectacle ne nous appartient plus. Ça a l'air drôle, cette affaire-là. C'est drôle et puis ça soulève plein de questions. C'est ce que, Ouais, comme ouais. le film le faisait, c'est très respectueux de l'histoire. C'est jusqu'au 6 mai au Casino de Paris. Ensuite, sera en tournée dans toute la France parce que le bus va se démonter et partir lui-même en camion pour faire le tour de la France. Quoi, vous voulez qu'ils en fassent un puzzle et qu'ils vous le donnent? Je voudrais bien partir en vacances. Oui, je sais, avec. oui, partir en vacances avec Il les est enfants, avec génial. le bus. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un palmier dedans, chef, On j'adore va les demander palmiers. gentiment. Puis il s'ouvre tout seul, tout ça est sûr. Bien. Bon, Laura du Web a des choses à nous révéler? Oui. Oui, non, je voulais vous parler, quand on parlait d'artistes et de coulisses, vous savez que je suis abonnée à de nombreux comptes Twitter, Facebook et Instagram. Oui. Et oui. je suis abonnée à celui de Gad Elmaleh qui sort prochainement, la Ah bah, semaine vous n'êtes prochaine. pas la seule. Vous n'êtes pas ici. Ah non, on est 7 millions. Donc, le blond, il sort une bande dessinée tirée de son personnage principal, le fameux blond. Oui, oui. Donc, moi, je suis son actualité. Il sera en dédicace vendredi à Paris. Puis, je remonte un peu sur son fil d'actualité. Oui. Et là, je vois qu'il met, depuis quelque temps, son papa et sa maman en scène. Et il leur annonce, justement, combien il a de followers sur Twitter. Regardez la réaction d'abord de sa maman. D'avoir 7 millions de followers sur Twitter. C'est quoi follower? Des gens qui me suivent sur Twitter, il y en a 7 millions. Et alors, qu'est-ce que ça apporte? Mais c'est 7 millions, c'est le numéro 1 des comptes de Twitter de la France. 7 millions de personnes. Porte-moi 7 millions de dollars. Sérieux? Tu me réfères? Oui. Elle s'en fout complètement. Donc, ça, c'est sa maman. Mais on a aussi son papa. Parce que... Ah, mais moi, 7 millions de dollars, la vérité, mon fils. Et voilà le papa de Gad aussi. Alors, le papa, maintenant, oui. Je viens d'avoir 7 millions de followers sur Twitter. 7 millions? Ouais. Mais c'est énorme. Tu te fous de ma gueule, là? Oui. Voilà, donc une raison supplémentaire. Il ressemble de à son papa, hein. Oui, il ressemble à son papa. Et ses parents sont très drôles, on comprend pourquoi Ouais, ils ont fait un fils comme ça. Ça m'étonne pas qu'il joue aussi bien avec un père qui arrive à... On y a cru, là. Hein. Ah, là, moi, j'y ai cru. Bon, c'est qui? Lequel est-ce? Ah, Marino Marini. Ah oui, années 50-60, ça. Hein. Marino Marini, vous connaissez? Ah bah vous rigolez, j'ai tous ces disques. Ah ouais. Moi j'adore les gens qui ont deux prénoms, Noël, Marino Ah ouais, Marini, Bernard, Bernard. J'ai William aussi. Ah oui, aussi, c'est bien. C'est pas mal. Jean. Ouais, alors, en plus quand c'est chiant, c'est deux fois chiant comme ça. Allez, bon. Dans l'actualité culturelle, on va s'intéresser à nos voisins européens et italiens en particulier, vous l'aviez deviné. Direction Turin pour vous présenter, avec Myriam Sora, le lingotto. Qu'est-ce que c'est que le lingotto? Un lieu étonnant, William. Pourquoi Le lingotto, ça veut dire le lingot en italien. Si. Voilà, et alors c'est comme ça que les Italiens l'ont nommé. En fait, on va parler d'une usine, une ancienne usine de voitures pour parler d'œuvres d'art. Oui, ça dépend de la famille qui était propriétaire de l'usine. Voilà, exactement. La famille Agnelli, qui, il y a 15 ans, cette année, a ouvert la Pinacothèque de Giovanni et Marella Agnelli. Un lieu complètement étonnant qui est construit sur le toit de l'ancienne usine de voitures, sur le circuit automobile qui se trouve sur le toit de l'ancienne usine, parce qu'effectivement, la famille Agnelli a fondé l'usine Fiat, ça veut dire fabrication italienne automobile de Torino. De Turin, exactement. Ouais. Fiat. Et donc, ah ben, il faut le savoir, ça. Exactement. Oui. Voilà. Fiat Lux, c'est autre chose que la lumière soit. Et Fiat tout court, c'est Fabricazione Italiana de Torino. Et là, Giovanni. vous avez aperçu Giovanni Agnelli, le fondateur. Alors, regardez, non, ça, c'est le fils. C'est le fils qui a repris mais le père, c'est lui, là, regardez. Cette tête d'empereur romain. C'est Giovanni Agnelli, il est magnifique, fils, et sa femme. Qui a repris effectivement l'affaire du père dans les années 60. Mais alors lui, il ne s'est pas contenté de fabriquer que des voitures. Hein. Justement, il s'est intéressé énormément à l'art et pendant des années, avec sa femme Marella, ils ont sillonné le monde pour se confectionner une collection d'art absolument incroyable. Alors pour abriter cette collection d'art, un architecte talentueux italien, Renzo Piano, a fabriqué la Pinacothèque sur le toit de l'ancienne usine. Pour y mettre 25 œuvres, exactement,
l'architecte du Centre Pompidou. Donc, ces 25 œuvres, si vous voulez, Agnelli les a offertes à la ville de Turin parce qu'il voulait que les Turinois aient du plaisir, qu'ils admirent la beauté, la joie, de partager le goût esthétique et le plaisir qu'une œuvre d'art désirée, choisie et aimée provoque chez la personne qui regarde. Voilà, c'est un cadeau qu'il a fait avant de mourir en 2003 aux habitants de Turin. Donc je vous propose d'aller visiter ce lieu assez original. Direction la ville de Turin, où se trouve l'ancienne usine de voitures Fiat, plus connue sous l'appellation de Lingotto. Ce bâtiment d'1 kilomètre de circonférence a été inauguré en 1922. La particularité de cette usine se trouve sur le toit. Un circuit automobile a en effet été construit pour y tester les voitures. Le Lingotto a été utilisé comme usine jusqu'aux années 1980. Puis, M. Agnelli a demandé à Renzo Piano de bâtir un petit musée. C'est un bâtiment qui flotte sur le toit du Lingotto, un tapis volant comme il l'appelle. La famille Agnelli a toujours collectionné des œuvres d'art, des œuvres qu'on ne peut pas voir ailleurs. Giovanni Agnelli, avec sa femme Marella, ils aimaient beaucoup Matisse. Ils disaient que Matisse était la joie de la couleur, la joie de vivre. En Italie, on n'a pas d'autres Matisse dans des collections. Le Canaletto, c'est une collection exceptionnelle parce qu'ici, on a le Canaletto qui est très jeune, 1720, mais aussi le Canaletto mûr. Monsieur Agnelli aimait beaucoup Picasso. Ici, on a un tableau de la période bleue. C'est le portrait de la Belle Otero, donc une femme qui avait été chanteuse, danseuse, qui était très connue pour ses bijoux et ses chapeaux avec les plumes. Et aussi, on a un Picasso de la période cubiste. Il s'appelle « Homme appuyé sur une table ». Comme dans tous les tableaux cubistes, on ne voit pas très bien l'homme et la table, mais on sait que l'artiste voulait représenter une scène, donc avec 3 dimensions, sur la toile. On a 2 statues de Canova qui sont 2 gypses. Ce sont des danseuses de sujets que Canova avait pris de Pompéi. Le Renoir, c'est le portrait de la femme de Renoir à Capri. Et cette fille qui s'appelait Aline Charigot, elle avait 19 ans, elle était très jeune, très belle, et elle est peinte avec la bague du mariage, mais elle n'était pas encore mariée. Donc c'était comme une promesse, c'était comme si Renoir voulait dire « voilà, maintenant on va se marier ». Cette idée de transmettre la joie de l'art, de transmettre aux visiteurs l'importance que l'art peut avoir dans notre vie est toujours le but de notre collection. Voilà, si vous passez par là, assez extravagant l'architecture. C'est extraordinaire, ouais. C'est juste étonnant. Alors maintenant, évidemment, il n'y a plus de construction de voitures, hein. Il y a un centre commercial, un cinéma, des hôtels. Merci beaucoup. On va demander à Laura Duheup si elle a des choses à dire sur ce sujet-là ou un autre. Non, moi j'avais des choses à dire sur notamment la lutte anti-gaspillage. Oui. Parce que vous savez que les nouvelles startups sont très, très concernées par la lutte anti-gaspillage. Et là, c'est une carte qui s'appelle fallingfruit.org et qui a recensé les endroits où vous pouvez faire de la cueillette gratuitement partout dans le monde. Donc en France, il y a 9000 spots où vous pouvez aller cueillir des pommes, mais il y a plein d'autres variétés où les fruits tombent gratuitement. Ah bon, on ne va pas dans le jardin de quelqu'un, là. Non, non, c'est parfois vous vous baladez sur un sentier et ça, on repère les pommiers. Ah oui. Voilà, donc il suffit que vous passiez par là et hop, vous allez faire votre petite récolte. D'accord. Excusez-moi, c'est que les pommiers? Ah non, il y a 1700 variétés référencées. Merci beaucoup. Et juste, si vous vous demandez ce que fait Alex Jaffray pendant qu'il n'est pas à l'antenne. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, regardez ce qu'il fait. Alors, ça y est. Regardez ce qu'il fait pendant qu'on est... Voilà. On s'amuse à faire des petits films comme ça. Ça vous amuse vraiment? Oui, ça. Ah ouais. C'est aussi une façon de faire de la lutte anti-gaspillage. Vous voyez, même si on n'est pas à l'antenne, on est quand même là. Et on ne vous montre pas tout, parce qu'il y a d'autres jeux. Bon, enfin bref. Il y a les mêmes nus, mais ça, c'est réservé. Non, stop, voilà, c'est bien. Merci. On va